Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Alors, bonjour ou bonsoir tout le monde, selon l'heure où vous regardez. Salut à tous. Bonjour, bonsoir. Alors, nous commençons une nouvelle série de vidéos qu'on ne fait pas en direct. C'est une série de vidéos qu'on va très certainement appeler Pilule Rouge, la série. Et là, c'est le premier épisode. Dans cette série-là, on va prendre des thématiques spécifiques et on va vous envoyer tout ce qu'on peut trouver sur ces choses-là et le temps de commencer à exposer ce qui est dans l'obscurité est venu. Donc nous commençons avec ce premier épisode que Rudy va guider parce qu'il a fait une recherche exceptionnelle à l'aide aussi d'autres personnes derrière. Et donc Rudy, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très étonnant, les vaccins. Voilà, mais on va vous en parler avec un angle un petit peu différent, parce qu'on est en 2021, aujourd'hui le mot vaccin a tout un historique, là, depuis plusieurs mois, on fait parler que de ça, mais il se trouve que on a porté à notre attention cet exemplaire du magazine Nexus. Donc Nexus, moi j'en avais juste entendu parler, je ne l'avais jamais lu, c'est un magazine d'information indépendante, selon leur propre dénomination, leur propre description. Et Nexus a fait un dossier complet avec beaucoup d'informations très intéressantes sur les vaccins. L'intérêt de ce dossier, c'est que le magazine Nexus, cet exemplaire du magazine Nexus, date de mars 2019, mars-avril 2019, comme on peut le voir là sur la gauche là, de l'écran, là, si tu veux descendre un petit peu. Voilà, mars-avril 2019. Donc mars-avril 2019, c'était avant le commencement de la pandémie du Covid, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà en 2019, on retrouve finalement tout le narratif qu'on est en train de nous dérouler en ce moment sous les yeux, c'est-à-dire vaccin obligatoire, c'est-à-dire le passeport vaccinal et tout ça. Tous ces éléments dont on peut penser qu'ils sont tombés du ciel pour gérer la catastrophe de la Covid, en fait, ce magazine les aborde à un moment donné où la Covid, on connaissait même pas le mot. Donc, je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir d'autres gens qui ont fait cette espèce d'analyse cette analyse qu'on va vous faire, parce que c'est vraiment, on n'est pas les premiers à voir ça c'est certain, mais en tout cas, on s'est dit que c'était vraiment important de vous en parler, parce que, en gros, aujourd'hui, on a quoi ? On a deux visions qui s'opposent. On a la vision pilule rouge, pour résumer, en gros, la vision décodeur, lanceur d'alerte et tout ça, qui consiste à dire que ce qui se passe en ce moment, c'est absolument pas une crise sanitaire, que derrière, il y a un plan qui a d'autres enjeux que des enjeux médicaux. Alors qu'on a la version pilule bleue qui nous dit non, tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste parce qu'on a une pandémie très très grave, le Covid et tout ça. Donc, on va essayer de vous donner des éléments de réponse. Voilà. Eh bien, je vous propose de commencer. Yes, on y va. Ça marche. Alors, il faut savoir que donc l'article, il est page 40, je crois. Moi, j'ai juste traité une partie de l'article, une partie de la problématique exposée, qui est la partie, on va dire... le côté prémonitoire de ce qui se passe en ce moment et qui a été annoncé déjà plusieurs années dans le passé. Il y a d'autres aspects qui sont abordés, qui sont très intéressants, qui sont très polémiques aussi, dont je ne vais pas parler. En tout cas, pour résumer, je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce magazine Nexus. Voilà, cet article-là, ce document-là est même disponible de manière tout à fait officielle sur un site internet notamment qui s'appelle scribd.com, vous pouvez le retrouver. Voilà, on vous invite à le lire et à vous le procurer de manière légale pour pour contribuer à ce travail de journalisme rare qu'on peut voir ici. Ouais. Mais même Nexus, vous pouvez consulter les numéros via leur site internet, il faut s'abonner. Ou pareil, les éditions sont disponibles aussi dans certains kiosques. Donc voilà, il est assez simple à trouver et c'est vraiment très très sérieux et très bien fait. C'est un magazine que moi je lis depuis un moment. J'ai pas tous les numéros parce que question de temps, mais je connais depuis assez longtemps et il y a des dossiers hyper intéressants, dont certains qui commencent à être de plus en plus pertinents alors qu'ils datent. Donc voilà, alors Rudy, je t'invite à commencer, on y va.
Donc voilà, donc le magazine, il commence à nous faire une description de certains événements qui se sont passés dans le monde par rapport à la vaccination. Et on commence donc fin 2018. Fin 2018, ça commence en Argentine avec un premier article. Donc très intéressant, à la fin de l'article, vous avez toutes les sources. Donc moi, je suis allé creuser dans les sources pour voir si tout était bien légitime et tout ça. Et effectivement, donc là, les articles qu'on va vous afficher sont des articles qui sont issus des sources. Donc là, c'est en espagnol. Mais qu'est-ce que nous dit? On nous explique que lors du renouvellement de la carte d'identité, du passeport, un carnet de vaccination complet vous sera demandé. Donc, le Sénat a approuvé mercredi une loi qui établit la vaccination obligatoire et gratuite contre les maladies évitables pour tous les habitants du pays. Donc déjà, on se rend compte qu'on parle de maladies évitables. On ne parle pas des maladies graves, on ne parle pas des maladies mortelles, on parle des maladies évitables. Donc en fait, le vaccin est gratuit et obligatoire pour toutes les maladies pour lesquelles il existe un vaccin. Pensez-y. Voilà, donc, et prévoit que le carnet de vaccination complet sera exigé au moment de la fabrication de la carte d'identité, du passeport et du permis de conduire, entre autres. Bien que son absence n'interrompt pas le traitement. Donc ça, c'est pour le début. Mais en gros, qu'est-ce qu'on est en train de vous annoncer? C'est que si jamais vous voulez prendre l'avion, il vous faut un passeport. Si jamais il vous faut un passeport, il vous faut un carnet de vaccination à jour. Exactement les choses qu'on est en train de voir apparaître un peu partout dans le monde avec le carnet de vaccination. Donc la loi a été passée à la quasi-unanimité. Il y a un article où on voit l'écran où effectivement, il y a juste une personne qui a voté contre. Et malgré les scandales sanitaires qui ont secoué le pays. Donc, les scandales sanitaires qui ont secoué le pays, je vous en mentionne un. Donc, c'est GlaxoSmithKline, qui est un fabricant de vaccins notamment, et qui a eu des problèmes en Argentine. En gros, ils ont fait dans les années 2007-2008 des essais qui étaient interdits sur des vaccins. Ils ont vacciné des nourrissons. Et il y a 14 nourrissons qui sont morts. Donc voilà, les essais cliniques étaient faits dans des conditions qui étaient vraiment troubles. Et donc GlaxoSmithKline a été condamné à payer des amendes. Donc on parle de $230 000 là dans l'article. Voilà, suite à cette affaire-là en 2007-2008. Et pourtant, l'article Nexus, il nous dit « Les médias argentins se sont pourtant abstenus de toute critique, ne relayant que les propos officiels. » Ah bon? Ça vous rappelle quelque chose, ça aussi? Ah bon? Non. T'es sûr que c'est écrit en 2018 cet article-là ou... Bah là c'est 2019, mais ça s'est passé en 2018. Donc voilà, ça nous rappelle un peu ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que si vous faites une vidéo que vous mettez le mot vaccin pas bien, genre ces deux expressions-là dans la même vidéo, vous serez carrément banni de YouTube. Bon, peut-être que je caricature un peu, mais même pas tant quoi en fait. Donc là aujourd'hui, on a une espèce d'omerta complète sur la question des vaccins. On a le droit de dire que c'est bien terminé, et même quand ce sont des médecins, des virologues et des gens qui sont quand même compétents sur la question pour s'exprimer, ils sont censurés pareil. Donc, on se rend compte que déjà en 2018, il y avait quand même une volonté de faire taire les voix dissidentes sur la question. Toujours en 2018, on continue. En 2018, c'est tenu la conférence du G20, donc vous savez, les 20 pays les plus puissants économiquement. Donc ça s'est tenu à Mar del Plata. Lors de la réunion des ministres de la Santé, la vaccination était largement à l'honneur, notamment avec le sujet de la résistance aux antibiotiques. Contre laquelle la seule solution, selon le narratif officiel, c'est la vaccination. Donc en fait, vous savez, les antibiotiques, c'est quelque chose de très bien pour lutter contre un certain nombre de maladies. Mais si jamais on prend trop d'antibiotiques, les bactéries, si je dis pas de bêtises, ou les virus, les virus développent une résistance. C'est ça, ils développent une résistance. Ouais. Et ça, c'est annoncé comme une espèce de grosse problématique médicale qui s'en vient dans les prochaines années. Et pourtant, alors qu'on sait que les antibiotiques, la résistance aux antibiotiques est un problème, vous le savez certainement, dans la viande industrielle notamment, on continue à mettre des antibiotiques dans toutes les vaches, dans tous les poulets qu'on peut, ce qui contribue à la résistance aux antibiotiques, ce qui contribue à accentuer le problème. Et donc là, le G20 se réunit et nous raconte que le problème, c'est la résistance aux antibiotiques, mais au lieu de traiter le problème à la source, ils nous disent la solution, c'est la vaccination. Ah, quelle chance on a! Donc, dans la déclaration commune du 4 octobre 2018, sous présidence de l'Argentine, les pays du G20 font les recommandations suivantes. Donc là, pareil, on a un lien, si jamais tu veux l'afficher, Léo. C'est assez long, tu n'es pas obligé de l'afficher, parce que j'ai tous les trucs qui sont intéressants. Donc, dans le point 2 de la déclaration,
On nous dit notamment qu'ils encouragent les activités de l'OMS en collaboration avec tous les acteurs concernés afin d'élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre de tous les aspects sanitaires des objectifs de développement durable d'ici 2030. Donc là, ça nous parle des objectifs de développement durable. Hein, vous savez, on vous en a déjà parlé. C'est pas nécessairement le sujet, mais c'est intéressant de voir que objectif de développement durable est souvent, très souvent associé au vaccin, même si on peut se poser la question de la légitimité de cette association. Donc, le point numéro 15. Donc, vous ferez attention, si jamais vous voulez vérifier ce que je vous dis, il y a 2 points numéro 15. Il y a une liste qui va de 1 jusqu'à je ne sais pas combien au début. Et puis, il y a une liste il y a une autre liste qui reprend à 1 un peu plus loin dans le document. Donc, le point numéro 15. On mettra toutes les sources dans la description de la vidéo avec tous les liens et compagnie. Ouais, donc on nous dit, à la suite de la déclaration des dirigeants du G7 2020 en 2017, nous saluons la création du hub mondial de R&D sur la résistance aux antimicrobiens. Donc j'ai parlé d'antibiotiques, des fois ils emploient le terme microbien, apparemment c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas notre propos ici. Donc blablabla. À cette fin, nous encourageons l'investissement dans la recherche et le développement de haute qualité, en particulier pour les nouveaux antimicrobiens, les technologies de diagnostic, les vaccins et les mesures préventives dans le cadre du programme One Health, tout en favorisant l'accès et compagnie. Donc, on nous parle déjà des vaccins. Nous soulignons, point 23, nous soulignons également l'importance des actions de promotion de santé, de surveillance et de prévention des maladies, ainsi que de l'accès des médicaments et vaccins sûrs, efficaces, etc., etc. Donc, encore une fois, les vaccins, on en fait plusieurs références. Alors ça, c'est intéressant. Le point numéro 39. Nous demandons à l'OMS de poursuivre le développement et la révision du fonds de réserve pour les urgences, d'examiner ses performances et de démontrer ses avantages. Donc voilà, nous encourageons les États membres à contribuer au CFE. Donc c'est un fonds, un fonds où il y a de l'argent pour lutter, qui est à disposition de l'OMS, afin de permettre à l'OMS d'apporter une première réponse rapide et adéquate aux crises sanitaires pour sauver des vies, atténuer les souffrances, etc. Nous félicitons de son mécanisme de complémentarité tel que le mécanisme du financement d'urgence en cas de pandémie de la Banque mondiale. Donc là, on nous établit un lien de travail. En fait, la Banque mondiale va travailler de concert avec l'OMS, donc 2 organisations mondialistes majeures, pour gérer la question des vaccins. Il y a aussi un fonds dans lequel tout le monde est invité à contribuer. Donc on se rend compte que dès 2017-2018, l'OMS a commencé à reconstituer son petit trésor de guerre. Peut-être qu'ils avaient une idée de ce qui allait se passer dans le futur. Est-ce que Bill Gates, le nom de Bill Gates n'est pas mêlé parce que Bill Gates et OMS, ils dînent souvent ensemble. Hein. Je vais être franc, je ne sais même pas s'il est mentionné dans l'article, mais il n'y a pas besoin de le mentionner. Il ne doit pas forcément être mentionné dans l'article, mais je suis sûr et certain qu'il y a des pistes de ce côté-là parce qu'on sait de sources antérieures que Bill Gates, quand il va à l'OMS, il est chez lui et il a des droits et des pouvoirs que d'autres donateurs n'ont pas. Il n'est pas un donateur commun, si tu veux. Tout à fait. Et puis même sans aller forcément dans les sources internes, on sait que Bill Gates était 2e fondateur de l'OMS jusqu'à ce que Trump décide de retirer les États-Unis du financement de l'OMS. Il est devenu 1er financeur de l'OMS avec ses 2e financier, tu veux dire, pas fondateur. J'ai dit fondateur, oui, non, financier, oui, oui, pardon. Il est devenu le 1er financier de l'OMS avec Gavi, la fondation Bill et Melinda Gates, etc. Donc même... En plus, je veux dire, les informations que tu mentionnes, effectivement, on avait reçu quelqu'un en live qui avait travaillé à l'OMS et qui nous avait donné ces informations intéressantes. Mais il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin que ça, finalement. Parce que voilà, quoi, c'est le patron, parce que c'est lui qui paye. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, comme on vous le dit souvent. Donc, on continue un peu plus loin. On retrouve donc cette insistance prémonitoire dans la préparation des pandémies dans un autre document. C'est dans la déclaration émise par la Banque mondiale. C'est worldbank.org, c'est là? Oui, c'est là où tu es. Donc là, il y a un peu de texte, je vais vous le lire. Le 10 septembre 2018 à Genève, l'Organisation mondiale de la santé et le groupe de la Banque mondiale ont convoqué aujourd'hui une réunion, dans le but de créer un nouvel organe pour surveiller l'état de préparation du monde face aux épidémies et aux urgences sanitaires. Un peu plus loin. On a quelqu'un qu'on connaît bien maintenant, à l'époque c'était un inconnu, mais c'est le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, le tristement célèbre actuel patron de l'OMS, qui nous dit « Malgré tous les progrès que nous avons accomplis, le monde reste vulnérable. Le Conseil mondial de surveillance de la sécurité rassemble une expérience et une expertise approfondie pour aider à maintenir la sécurité mondiale. » Donc je vous ai mis ça, bon,
Sa déclaration n'est pas spécialement à nous écheveler, mais pour vous dire qu'il était déjà, il trempait déjà là-dedans en 2018. Rien ne remplace la préparation. Et investir dans ce domaine devrait être une priorité absolue pour l'ensemble de la communauté mondiale. Attention, c'est pas un blog, c'est la Banque mondiale qui dit que en 2018 que la préparation à la lutte contre les épidémies devrait être la priorité absolue pour l'ensemble de la communauté mondiale, a déclaré Dr Jim Yong King, président du groupe de la Banque mondiale. Il est important que les pays commencent à prendre beaucoup plus au sérieux la préparation à une pandémie. Depuis lors, l'OMS a subi une transformation majeure avec la création de son programme d'urgence sanitaire. Dans le nouveau plan stratégique quinquennal de l'organisation, l'un des 3 objectifs du triple milliard pour 2023 est de voir 1 milliard de personnes mieux protégées des urgences sanitaires. En gros, ils avaient en 2018 un programme qui disait qu'il fallait qu'on ait 1 milliard de personnes de plus qui soient mieux protégés contre les urgences sanitaires, moi je comprends, vaccinés. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous comprenez la même chose que moi? Bon. Ouais. Donc, moi je trouve ça intéressant, parce que 2018, 2019, on se rend compte qu'ils étaient déjà bien dans la préparation de tout ça. Exactement. Donc du coup, on se dit, bon, ça c'est bien, ça c'était l'OMS, Banque mondiale, ok, ça c'était l'Argentine, ok, et en Europe. Donc, on voit qu'au niveau donc on retrouve ce focus prémonitoire sur la préparation contre les pandémies en Europe, comme illustré dans ce document issu du Conseil de l'Union européenne, daté du 20 novembre 2018. Recommandation numéro 16. Examiner les problèmes de couverture vaccinale insuffisante, notamment en examinant la possibilité de mettre au point une carte passeport de vaccination commune pour les citoyens de l'Union européenne, attention, qui soit compatible avec les systèmes électroniques d'information sur la vaccination et dont l'utilisation soit reconnue au-delà des frontières. Donc, 2018, le 20 novembre, dans un document officiel de l'Union européenne, on nous parle de passeport vaccinal, on nous parle de passeport vaccinal électronique, c'est-à-dire tout dans des bases de données accessibles à n'importe qui a les accès instantanément, et qui soit mondial, donc l'utilisation soit reconnue au-delà des frontières. C'est quand même fou cette histoire, parce que là, le passeport vaccinal, ils sont justement en train de nous le vendre comme c'est le truc de la dernière chance, l'ultime recours qu'on a pu trouver pour votre retour à la vie normale, entre guillemets. Alors que c'était prévu depuis ici 2 ans, mais ce genre de documents et de recommandations, surtout quand ça sort comme ça, on a l'impression qu'il y a un chef d'orchestre là qui a lancé tout le monde en même temps. Ça prend quand même du temps en termes d'études, donc c'était en discussion déjà depuis encore avant les dates de publication. Justement, et quand on a fait un live il y a de ça 2 semaines, on a parlé justement du contrat qui avait reçu une compagnie française pour la mise en place du passeport sanitaire. Et le contrat a été fait en 2019. Et j'avais dit à ce moment-là, s'il est fait en 2019, c'est que les préparations remontent au moins à 2018. Encore une fois, on est dedans. Et justement, si vous voulez, c'est quelque part dans notre site, faites une recherche, vous allez trouver. Mais sinon, c'était une nouvelle partagée par BFM TV. BFM Business. Et cette compagnie française a reçu le contrat en 2019, avant même que le virus existe. Donc, c'est ça, tiens, j'ai retrouvé l'article si ça t'intéresse. Tu me l'envoies sur Telegram? Ouais. Mais il y a encore d'autres morceaux assez rigolos, assez savoureux là. Dans Private, s'il te plaît. Vas-y. Non, je te laisse afficher l'article parce qu'après on change un petit peu de sujet. Voilà, l'entreprise française Jouve. C'est là justement, je me rappelle, l'entreprise française Jouve, missionnée par Bruxelles pour lancer le passeport sanitaire européen, partagé en 15 avril 2021, et un passeport vaccinal pour toute l'Union européenne dans 2 mois. C'est l'objectif que s'est lancé Bruxelles, et c'est une entreprise française, Jouve, qui a été chargée de réfléchir à sa conception, une mission qui remonte à 2019. Donc, ce qui est marrant, c'est que même BFM Business, ils mettent les 3 petits points en mode c'est étonnant quand même. C'est quoi ce bordel là? Les conspirationnistes, c'est nous, ok? Bon. Yes. Allez, la suite. Donc on continue. Alors là, on a parlé des vaccins obligatoires, passeport vaccinal et tout ça, mais il y a d'autres éléments sur lesquels ils ont eu le nez fin. Point 17.
s'efforcer de produire régulièrement un rapport sur l'état de la confiance dans les vaccins dans l'Union européenne afin de surveiller les attitudes à l'égard de la vaccination et d'aider les membres notamment à lutter contre l'hésitation vaccinale. Ah, ils avaient intuité le coup que les gens ne seraient pas nécessairement pour ça. Point 18, convoquer une coalition pour la vaccination afin de rassembler les associations européennes de travailleurs de la santé ainsi que les associations d'étudiants dans ce domaine. D'étudiants, hein, donc voilà, des gens qui n'ont jamais pratiqué la médecine, sans être critique vis-à-vis des étudiants. On est tous passés par les études et tout ça, mais c'est pas le moment où on a le plus d'esprit critique quand on est sur les bancs de la fac ou sur les bancs de l'école d'ingénieurs. Tu veux savoir un truc, là, ça me fait penser à quelque chose. De tous les interviews qu'on a données jusqu'à là, l'écrasante majorité des journalistes, c'était soit des débutants, soit des étudiants. Et moi, j'ai remarqué cette chose-là parce qu'au bout d'un moment, je dis, mais vous n'avez pas un journaliste sérieux? Et bah si, ils m'ont envoyé Martin Veil, mais bon. On a vu aussi comment ça s'est passé. Mais globalement, je pense qu'ils profitent de l'ignorance de la jeunesse ou des débutants pour les lancer dans des choses en leur disant, tais-toi, tu sais pas ce que tu fais, nous on sait ce que tu fais ce qu'on te dit. Et en plus, ça leur permet d'avoir une porte de sortie en disant, ah bah oui, mais bon, ok, mais la question elle était maladroite, vous savez, c'est un jeune qui débute, quoi, tu vois. Ouais, certains viennent même carrément directement des jeux vidéo, tu vois, du domaine des jeux vidéo. Et tout d'un coup, parce que le monde leur a dit, vous êtes des bons journalistes, ils se croient journalistes aujourd'hui, tu vois, vraiment. Tu sais, il y a des gens qui travaillent dans les jeux vidéo et qui font du bon travail de journalisme aussi. Hein. Il y a les deux. Il y a les deux. Ça s'invente pas, tu vois. Mais attends, j'ai pas fini ma phrase. Parce que je parle pas. Mais oui. Mais je sais bien. Pardon. Private joke, les amis. Parenthèse fermée. Allez, on a. Donc, les associations d'étudiants dans ce domaine, attention, pour qu'elles s'engagent à fournir des informations précises au public, à combattre les mythes et à échanger les meilleures pratiques. À combattre les mythes. Vous savez, les mythes, par exemple, que le vaccin, vous vous souvenez, ça c'est une vieille émission, peut-être qu'on vous la repostera aussi. Tiens, elle aurait bien sa place dans Pilule Rouge, elle aussi. J'avais fait une étude là du débunkage qui avait été fait par l'AFP du document Hold Up, et notamment il y avait un point qu'on avait débunké, c'était sur les fameux 400 000 personnes qui avaient été vaccinées en Inde par Bill Gates et qui étaient devenues paralysées. Alors, il avait dit « Ah non, c'est faux, c'est n'importe quoi » et tout ça. Et on était arrivé à montrer qu'en creusant un tout petit peu dans des articles qui n'étaient plus en ligne, mais en retrouvant la trace de ces articles, Bill Gates était effectivement reconnu responsable. Alors, c'était pas 400 000 personnes, je crois que c'était 47 000 nourrissons, enfin 47 000 personnes, je sais plus si c'était des enfants ou pas, qui avaient chopé un truc qui ressemble à... En gros, vos muscles ne fonctionnent plus et que c'était lié à son vaccin oral contre la polio. Donc voilà, c'est ça les mythes dont on parle ici, c'est-à-dire... C'est pas un truc qui, moi, ça sonne comme le fact-checking, ça aussi, hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais le fact-checking, il faut bien se rendre compte que ça n'existait pas comme ça existe aujourd'hui à l'époque. Hein. Là, aujourd'hui... Ouais, voilà. C'est avec l'arrivée de Donald Trump que ça a commencé à pousser comme des champignons parce que la rhétorique ne tenait plus debout et il fallait attaquer les petits curieux. Alors, on continue avec le point numéro 21. Élaborer des orientations pour surmonter les obstacles juridiques et techniques qui entravent l'interopérabilité des systèmes nationaux d'information sur la vaccination. Ça veut dire quoi, ça veut dire aujourd'hui, normalement, les données médicales, c'est quelque chose, c'est vous, votre médecin, terminé, peut-être un peu la sécurité sociale et tout ça. Là, ils nous disent que il y a des obstacles juridiques et techniques à la communication dans des bases de données disponibles internationalement sur les données de vaccination. Eh bien, il serait intéressant de se concentrer sur comment est-ce qu'on peut faire sauter ces obstacles juridiques et techniques. Ça s'appelle le secret médical, en fait. C'est ça. Les obstacles techniques, ça me choque pas, hein, parce que voilà, il y a un obstacle technique, il y a des gens qui vont se mettre à gérer des bases de données, des trucs internet, tout ça, puis c'est les obstacles légaux qui est étrange, c'est-à-dire la loi nous pose problème, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc ça veut dire quoi? Ils sont en train d'avouer ouvertement que ce qu'ils font est illégal. Oui, mais comme ils contrôlent la loi, le cadre, le cadre légal les emmerde. C'est pas eux qui contrôlent la loi. Heureusement, si c'était le cas, Rudy, c'est eux, ce qu'ils peuvent lancer, c'est des petits décrets ou des idées ou profiter de l'ignorance du public par rapport à leurs droits
pour jouer à ce genre de cartes-là. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mais tout ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est anticonstitutionnel. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Et ça, la raison pour laquelle ça peut continuer à exister, c'est juste parce que les gens ne connaissent pas leurs droits. Et ils se laissent faire. Et puis, mais d'un autre côté, on a Rainer Fulmich. Pardon. Il y en a Rainer Fulmich et sa bande d'avocats qui sont en train justement d'appuyer sur ces points de la Constitution. Et à un moment donné, quand ça va aboutir, ça risque de faire du bruit, cette histoire. Ouais, mais en attendant, les gens, ils commencent à se réveiller, heureusement, parce qu'ils commencent à voir qu'il y a un truc qui ne va pas, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont le droit de dire non, en fait. Ils ne sont pas conscients. Donc, Pépito, tu disais, pardon. Oui, non, mais là, il y a déjà des cas de systèmes automatisés où c'est un peu limite. Par exemple, là, aujourd'hui, en France, si vous voulez faire refaire une pièce d'identité, un permis de conduire, une carte grise d'immatriculation, tout se fait en ligne. Et c'est pareil, toutes les données, en fait, tout le système est sous-traité à une entreprise privée, en fait. Donc, ils ont accès à tout un tas de données personnelles. Il y a eu le cas en Inde où ils ont déployé ce genre de système en ligne pour gérer tout ce qui est passeport, identité, machin. Et il y a des mecs qui avaient craqué le système en 2 temps 3 mouvements et qui avaient récupéré des millions et des millions de documents officiels et d'infos personnelles des citoyens du pays, en fait. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et le coup du pass sanitaire, là, Véran a assuré apparemment que tout serait anonymisé. Ah bah oui. Ça va être quand même complexe parce qu'il va falloir relier les systèmes d'information et il faut forcément un dénominateur commun pour relier les infos et on appelle ça le numéro de sécu, quoi. Ça peut pas être anonymisé. Ben non, c'est impossible. Petite parenthèse, il n'y a pas Gabriel qui regarde le live pour nous rappeler les bougies, je viens de les allumer. Donc, Gabriel, bisous. Et le truc, c'est que moi, je me souviens que la dernière fois que l'État s'est mis à vouloir faire un gros truc comme ça, c'était avec Adopi. Alors bon, c'est pas les mêmes technologies, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas. Mais en tout cas, on se souvient du fiasco absolu que ça a été, que ça a coûté un pognon de dingue, que ça servait à rien, personne s'en est servi. Et au final, quand on a eu plein de millions qui ont été dépensés, ils ont dit bon bah on arrête. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 types qui ont dû se faire épingler là, juste pour montrer l'exemple. Mais je crois que ça continue toujours, hein, mais de temps en temps, voilà, il y a quelques personnes qui se font épingler, mais sans plus, quoi. Je suis même pas sûr que ce qu'ils collectent en amende permet de payer le truc, quoi. Ils reçoivent un email pour leur dire c'est pas bien ce que tu fais. Après, ils reçoivent un deuxième mail, c'est pas bien ce que tu fais. Un troisième, après, on va venir chez toi, du coup, arrête. Ou prends un VPN. Voilà. Ouais, on n'a rien dit. Bon. Du coup, on continue. Alors, tout à l'heure, ce que je vous ai dit sur le document qu'il y avait 2 listes numérotées, en fait, je me suis trompé, c'est sur ce document qu'on est en train de voir. Donc là, on enchaîne sur le point numéro 15, mais le point numéro 15 qui est après cette première liste-là, si tu veux. Donc, c'est vers le bas. Voilà, ça recommence sans les parenthèses. On a un point. Voilà, ici, on a un point 15 qui nous dit le plan d'action de la Commission sur les fausses nouvelles et la désinformation en ligne vise à contribuer à l'élaboration d'une stratégie européenne de lutte contre la diffusion de désinformation. Donc tout ça, rapport à la question des vaccins. Et donc, voilà, encore une fois, on voit que toutes les problématiques qui sont extrêmement actuelles aujourd'hui et dont on nous prétend qu'elles sont tombées du ciel parce que voilà, il y a une pandémie tragique qui est tombée sur l'humanité et qu'il faut bien réagir. On voit que tout ça a été préparé avec beaucoup de prémonitions. Alors, tu peux dire par un acteur... Le document date de quand, Rudy? Parce que c'est même écrit ici, c'est 2018. Oui, le document, c'est 2018. Oui, ce document, c'est... L'Union européenne 2018. Et on en était où avec le Covid en 2018? On n'avait jamais entendu parler. Enfin, si, dans le laboratoire de Wuhan, certainement, ils étaient au courant d'un truc. Mais bon, ok, j'arrête. Alors, tiens, pendant que tu parles de ça, c'est Nicolas qui avait posté ça l'autre jour dans un groupe. C'était une capture d'un article de 20 minutes qui datait d'il y a plusieurs années, genre 2016, un truc comme ça. Attends. Ça, c'est, si tu veux, on l'a parce qu'on va parler dans le live dans pas longtemps. Mais je pense pas que c'est le sujet là. Le sujet, c'est... Oui, non, c'est par rapport à l'anticipation, la planification, mais voilà, enfin, il y a plein d'un truc, enfin, si vous creusez un petit peu, il y a plein d'articles comme celui de Nexus ou de trucs qui démontrent, il n'y a pas qu'une seule source qui a été prise dans le DUP et puis il n'y en a pas d'autres, par exemple. Il y a plein d'éléments qui démontrent que tout ça, c'était anticipé sans aucun problème, quoi. Quand tu parles de l'article, tu parles de celui-là. La Chine se prépare à une 3e guerre mondiale avec des armes biologiques dont le coronavirus depuis 2015.
Et voilà, mais c'est en rapport avec ça. Et effectivement, j'avais vu un article de 20 minutes où ça m'a sauté aux yeux l'autre jour quand je l'ai vu passer sur Telegram, parce que je me revois en train de lire cet article dans le métro ce jour-là. Et il t'annonçait que la Chine, de manière très inquiétante, était en train de mettre au point des armes bactériologiques en menant des expériences très inquiétantes sur des coronavirus. Mais tout ça, voilà, ça date, quoi. Ouais, et sans compter, mais tout ça, justement, c'est la série Pilule Rouge. On va parler aussi du document de Rockefeller et d'autres documents de ce genre de forum ou de groupe de réflexion qui annonçaient ouvertement, il y a ça qui va se passer, comment on peut agir et tout ça pour organiser, parce que c'est hyper compliqué. Quand on parle de complot, ok, on n'est pas en train de dire qu'ils ont bu un verre de whisky ensemble avec un cigare et qu'ils ont organisé tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a là actuellement, on peut voir l'implication du milieu politique, la collaboration évidente du milieu médiatique, ok, consciemment ou pas. Toutes les institutions mondiales qui sont censées nous protéger, qui font l'exact opposé, là, on est en train de voir que ça pue quand même. Tu vois, ça se met en place, ça a besoin du temps. Et justement, nous, on a trouvé un paquet de documents qu'on va vous exposer un par un, petit à petit. Ok, on commence à tourner le phare de l'espoir vers l'obscurité pour mettre à jour ce qui se passe là-bas, en fait, éclairer ce qui se passe là-bas. Parce qu'on dit les complotistes comme ci, comme ça, mais pardon, ça fait 1 an qu'ils ont dit des choses. Et tout ce qu'on a dit, c'est avéré. Les médias, ça fait 1 an qu'ils disent des choses et ils doivent se fact-checker eux-mêmes parce que tous les 3 mois, ils doivent dire le contraire de ce qu'ils disaient il y a 3 mois. Les masques, c'est pas bien. Les masques, c'est bien. Maintenant, on ne sait pas. Les vaccins, c'est validé. En fait, non, c'est dangereux. Oui, mais ça va, tu vois, à un moment donné. Donc maintenant, on commence à sortir tout ça et qui a des oreilles pour entendre, entend. Qui a des yeux pour voir, voit. Le monde va changer. C'est imminent. Nous, on n'est qu'en train de préparer tout ça. C'est tout. On avance ? On avance. Donc, alors là, le magazine Nexus continue son très brillant exposé en déclarant ça. Donc ça, c'est des propos tenus par l'auteur de l'article. Quoi qu'il en soit, là où le respect du libre consentement semble bétonné par différentes lois, il sera toujours possible d'imposer une forme d'obligation dans la pratique. Les contraintes sont nombreuses. Refus d'accès aux lieux et services publics, aux établissements d'enseignement et centres commerciaux ou aux moyens de transport, ce qui reviendrait à une forme d'assignation à résidence. Ils n'avaient pas anticipé le lockdown, là, pour le coup, mais quand même... le mot confinement, ouais, mais là, il parle de ça. Les incitations à la vaccination pourraient se décliner à travers des bonus et des compensations ou au contraire, une augmentation des tarifs d'assurance et de soins de santé, voire la diminution des allocations pour les non-vaccinés, comme c'est déjà le cas en Australie où le gouvernement mène une politique draconienne. Pareil, hein, ça vous rappelle quelque chose ? Bon. Beaucoup de choses, ouais. Tu veux une pizza pour te faire vacciner ? Je préfère un joint. Je vais aller à New York, il paraît qu'ils offrent des joints pour ceux qui vont se faire vacciner. En Angleterre, des bières. On sent bien qu'ils ont... Tu sais, moi, ça m'a fait marrer. Quand je suis arrivé au Canada, je me suis rendu compte que dans l'équivalent de ce qu'on appelle en France une pharmacie, ils te vendent des jeux à gratter, des chips, genre des Doritos, du chocolat, des choses comme ça. Il y a que des cigarettes qui vendent pas. C'est un peu la même, la même stratégie médicale là qu'ils emploient ici. Grave. Jean Coutu pour les gens du cru. Autoritarisme de plus en plus visible. Oui, un autoritarisme de plus en plus visible. Donc oui, alors que les politiques criminalisantes qui sont mises en place en Australie, donc on vous en parle, hein, c'est le fait qu'en Australie, c'est l'image là, no jab, no play, no jab, no pay. En gros, c'est l'image qui est en bas et ça, c'est une politique qui est appliquée en Australie où on te dit pas de vaccin, pas de jeu. Donc ton enfant peut pas aller dans les garderies, voilà, c'est ça dont il est question. Pas de vaccin et tu as moins ou pas du tout d'allocations familiales qui sont associées à cet enfant. Donc voilà, ça c'était en place depuis, je crois, 2016 de mémoire. Je crois que c'est marqué un petit peu en dessous de la photo. Donc les politiques criminalisantes mises en place en Australie semblaient attirantes pour les législateurs européens. Donc selon Martin Seychelles, qui est directeur général adjoint de la DG Santé et Sécurité Alimentaire de la Commission européenne. Donc Martin Seychelles, qu'est-ce qu'il nous déclarait en 2018 ? Le faux débat italien sur l'obligation de vaccination frise l'absurde. Le problème, c'est que si je prends la décision, pour n'importe quelle raison, de refuser la vaccination,
je me donne le droit de contaminer quelqu'un, a-t-il indiqué. Pour lui, il ne devrait pas y avoir de droit à la non-vaccination puisque cela met en danger les personnes vulnérables qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être vaccinées ou qui sont immunodéprimées. Voilà, donc exactement la même rhétorique qu'on nous sort maintenant. Comment il s'appelle, lui? Martin Séchel. Ok, monsieur Séchel, on a un œil. Pas de souci. On garde un œil sur vous. Alors, donc Nexus poursuit. Lors de cette réunion, un autre intervenant, le docteur David Salisbury, il a poursuivi un peu dans la même veine. Chaque citoyen sera convoqué par mail ou SMS via un message lui proposant une heure de rendez-vous dans un centre de vaccination où l'on vaccine à la chaîne sans qu'une visite préalable soit nécessaire. Gain de temps, données inscrites sans délai dans le carnet de santé numérique, la vaccination devient une obligation citoyenne et passe de l'acte médical à l'acte administratif. Passe de l'acte médical à l'acte administratif. Le fait que vous ayez des chances d'en mourir derrière, quelque part, n'est pas du tout pris en compte. Hein. Oui, parce que ce n'est plus des médecins qui décident, ce n'est plus des spécialistes qui décident, c'est le gouvernement. Donc, et c'est pas anodin qu'ils nous ont mis Macron comme, je ne sais plus, bactériologue ou virologue, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il est. Ouais, il est devenu virologue en lisant, en regardant une vidéo YouTube, tu vois. Et les médias l'ont présenté comme tel pour que les gens lui fassent confiance, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des médecins qui décident est-ce qu'on prend un vaccin ou non, pourquoi on le prend, est-ce qu'on est obligé de le prendre ou pas. Et le contexte actuel, c'est n'importe quoi. Ceux qui prennent un vaccin sont censés être hors de danger. Donc, ceux qui ne veulent pas prendre, ils sont dangereux pour eux-mêmes, pas pour ceux qui prennent le vaccin. Or, ce n'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ça n'a absolument aucun sens. De plus, comme on a parlé tout à l'heure, les virus, quand ils font face à une résistance de la part d'une vaccination, supposons que ce vaccin est correct, ils développent ils évoluent en fait, d'accord, parce que le virus il veut survivre. Et donc en vaccinant tout le monde, on rend le virus plus dangereux. C'est complètement irresponsable. Mais là, c'est pire qu'une incompétence. Là, on est en train de vous montrer que c'est programmé. Ces choses-là sont mises en place il y a un moment. Et petit à petit, ils ont commencé, c'est la technique de la roue voilée. S'ils vous sortent tout d'un coup, la population n'accepte pas. Par contre, si à chaque fois, ils prennent un petit peu, au bout d'un moment, les gens pensent qu'on va par là, alors qu'en réalité, on a changé complètement de direction. Regardez où on est aujourd'hui. Dictature sanitaire. Sans exagérer, c'est même pas moi qui le dis, même les médias français commencent à le voir. Ah bah oui, puis même là, je sais pas, le fameux conseil scientifique qui a été tellement décrié, j'ai même l'impression qu'il s'en passe, on n'entend même plus parler du conseil scientifique par rapport à toutes les décisions qui sont prises actuellement. Mais voilà, et c'est pareil, on voit bien là que tout était prévu d'avance. Et en plus, le fait que si on vaccine, on renforce le virus, c'est un cas qui est déjà connu par rapport... il suffit de prendre l'exemple de la grippe, où si vous aimez vous faire vacciner contre la grippe, vous êtes obligé de refaire un vaccin déjà tous les ans, parce que la grippe a évolué et le vaccin de l'année précédente n'est pas compatible avec la nouvelle grippe. Oui. En plus, ce que je veux dire, c'est que sur la question de la vaccination, on nous dit... Moi, ce qui me choque le plus, c'est d'un côté les médias qui se disent non, prends-le, ça risque rien, alors que on sait que c'est une technologie, que les phases de test sont pas terminées, là, les tests de phase 4 ou quoi sont pas terminés. On sait que c'est une nouvelle technologie qui a jamais été expérimentée suffisamment avant, mais surtout, on a un recul. Je sais pas, moi, j'ai pas encore 40 ans. Combien j'en ai vécu des scandales de vaccination où 5 ans après, ils disent ah bah merde, on n'aurait peut-être pas dû là. Le papillomavirus, l'hépatite B et tout ça. C'est-à-dire que dans les 40 dernières années ou même les 25 dernières années, on a plusieurs scandales de vaccination de masse qui se sont arrivés. Et on est supposé faire quoi? On est supposé dire ah bah oui, non mais qu'est-ce qu'on est supposé faire? Même en étant idiot, je sais pas ce que je suis supposé répondre à ça, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et donc, juste pour terminer, parce que en fait, la thématique de cette présentation, c'était la prémonition, hein, vous avez compris. Et donc, l'incroyable prémonition continue, puisqu'en 2019, l'OMS envisageait déjà une nouvelle pandémie de grippe dans son article intitulé « 10 menaces pour la santé mondiale en 2019 ». C'est le point numéro 3, si jamais tu veux descendre.
Le Monde sera confronté à... Le temps que ça charge, parce que visiblement, c'est dans les archives, parce que l'article n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, l'article est bizarrement plus en ligne et on est obligé d'aller sur la Wayback Machine pour le retrouver. Donc, vas-y. Donc, réchauffement climatique, voilà. Le monde sera confronté à une nouvelle pandémie de grippe. La seule chose que nous ne savons pas, c'est quand elle frappera et quelle sera sa gravité. Les défenses mondiales ne sont aussi efficaces que le maillon le plus faible du système de préparation et de réponse aux urgences sanitaires d'un pays. Donc voilà, 2019. Hein, on veut dire qu'encore une fois, ils ont eu le nez fin. Voilà, mais c'est pas les seuls, hein, parce que dans les voyants qui ont déjà annoncé la grippe, alors qu'ils n'ont jamais dit comment ils savaient, parce qu'apparemment, ces gens-là ont moyen d'anticiper des pandémies, et on ne sait pas comment ils font. Donc on avait Jacques Attali, hein, on en a déjà parlé, on a Bill Gates, on a le docteur Fauci. Attends. Ça va au-delà que juste dire qu'il va avoir une pandémie, parce que ça, ma nièce de 5 ans, elle peut le faire aussi, tu vois. 7 ans maintenant, je dirais. C'est pas ça le problème, c'est qu'ils te disent il va avoir une pandémie et pour la combattre, il faut qu'on fasse ça et ça et ça et ça et ça. Donc il te sort tout un programme politique, ce n'est pas juste de prédire qu'il va avoir ça comme problème, c'est qu'est-ce que ça va engendrer derrière. Et on est en train de voir aujourd'hui que c'est en train d'engendrer ce que eux prévoyaient à l'époque. Sauf que ce qu'eux prévoyaient à l'époque, finalement, c'était une sorte de dictature sanitaire internationale. OK? Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, oh, j'en ai marre, en France, ça me saoule les masques, machin, je vais aller. Où tu vas aller, en fait? C'est partout pareil. Il y a la Texas, la Floride, il y a les États-Unis. Voilà, il y a quelques États aux États-Unis qui commencent à se libérer. Voilà, et ça, les amis, si on vous dit toutes ces choses-là, on vous dit juste, ne soyez pas surpris pour ceux qui ne connaissent pas les décodeurs, qui ne connaissent pas, qui regardent ça pour la première fois, ne soyez pas surpris si bientôt vous découvrez que les complotistes avaient raison. Voilà, c'est la raison pour laquelle on fait ces pilules rouges, c'est vraiment pour vous dire, il y a un complot, il est international, il y a le milieu politique qui est impliqué, il y a les médias qui sont impliqués, il y a les institutions qui sont impliquées. Et on a plein de manières de le voir et de le constater. Là, vous en avez une. Parce que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on a l'impression que le magazine a été écrit en mars 2021. Sauf que non, le magazine a été écrit en mars 2019. Bien avant, 6 mois avant qu'il y ait le premier cas qui apparaisse quelque part en Chine. Et encore une fois, ça, ce n'est qu'un premier d'une longue série qu'on va faire où on va exposer ce genre d'absurdité parce qu'il y en a un paquet. Ça commence à être visible. Donc pour résumer, qu'est-ce que ce magazine anticipait? Donc il anticipait l'intervention au niveau mondial de la gestion d'une pandémie qui impliquait l'OMS, la Banque mondiale et l'Union européenne. L'obligation vaccinale, le passeport sanitaire, la lutte contre les fake news sur les réseaux sociaux, donc la censure finalement, les bases de données accessible mondialement pour savoir qui est vacciné et qui est pas vacciné. Donc finalement ils rendent publiques les données médicales des gens et la coercition si jamais vous voulez pas vous faire vacciner quoi. Donc interdiction de voyager, interdiction de finalement interdiction d'avoir une place dans la société. Se poser la question, est-ce que du coup c'est légitime de payer des impôts si jamais la société t'interdit de faire tout et n'importe quoi? Question question philosophique pour la prochaine fois. Donc voilà, moi j'ai terminé à peu près ce que je voulais vous dire. On a terminé globalement et du coup là on va fermer ce premier épisode de cette série qu'on essaye de garder en dessous d'1 heure globalement. S'il vous plaît, partagez. Okay? Partagez, c'est important. On va vous mettre un article quelque part sur le site, donc on va monter tout ça proprement sur notre site directement. Notre site lesdécodeurs.fr. Allez jeter un coup d'œil parce qu'il y a un paquet d'informations de ce genre qui peuvent vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, nous faisons des lives tous les mardis et vendredis à 21h qui sont accessibles soit à travers les articles ici des lives, voilà, comme c'est le cas ici, soit dans la page d'accueil. Vous avez ici le compteur. Normalement, on est censé commencer notre live de mardi 11 dans 38 minutes et 30 secondes. Voilà.
Une chose, puisque bon là tu t'adresses surtout aux gens qui nous connaissent pas, la grande majorité des articles publiés sur notre site, ce sont pas des articles écrits par nous, ce sont des traductions d'articles de sources qui sont très souvent des sources mainstream. Genre vous avez des Bloomberg, le Wall Street Journal et des choses comme ça, donc des sources mainstream qu'on vous traduit en français. On essaie de faire un travail de relecture propre et de pas se limiter à juste une traduction automatique pour que vous puissiez avoir accès à l'information si jamais vous n'êtes pas vous-même anglophone. Et afin de nous permettre à continuer à faire ce qu'on fait, vous avez la section « Aidez-nous » ici et vous pouvez nous aider par carte bancaire, Tipeee, PayPal et maintenant par Interac pour nos amis canadiens. C'est très important car c'est ce qui nous permet de faire toutes ces recherches-là et d'avoir des gens derrière qui travaillent, de pouvoir organiser ce travail dans des serveurs, etc. etc. Donc, merci pour votre temps et on vous dit alors soit dans un live, soit au prochain épisode de Pilule Rouge qui va pas tarder à venir. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Ciao.